Tout de suite, écoutons un moment d'histoire, pourrait-on dire, puisque c'était à Cannes, au moment de la remise des prix. C'était Jamel et ses compagnons qui chantaient. Et on voulait tous, si vous êtes d'accord, finir en beauté. On va vous chanter l'hymne des tirailleurs marocains, algériens, sénégalais, pieds noirs, qui étaient en première et deuxième ligne pendant la guerre mondiale. Attention, c'est 1, 2. C'est nous Les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier ce beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez le tambour à vos amours pour le pays, battez le tambour pour vivre pour le pays. c'est nous les Africains. Indigène, le film de la révolte. لازم نحرروا فرنسا من قبضة الألمان. هيا هيا روحوا معنا هيا. لازم نغسل راية فرنسا بدمنا. هيا تبعوني. اخرجوا يا رجال هيا. Bonjour Aurélie Luneau. Bonjour Emmanuel. Alors ce que vous entendez là maintenant, c'est le début du film Indigène. Pour placer le contexte, on est en Afrique du Nord en 1943. On entend là des hommes appelés à s'engager pour défendre la France. Il faut libérer la France, disent-ils, sauver la France de cette situation. C'est un appel aux volontaires et on va voir effectivement nombre d'hommes, jeunes et plus vieux, s'engager et monter dans des camions direction les centres d'entraînement de l'armée française. Donc de quoi s'agit-il en fait? Le film Indigène, dont on a beaucoup parlé dans les médias. Oui, est-ce qu'on n'en a pas trop parlé d'ailleurs? On en a beaucoup parlé avec beaucoup d'émotion et puis d'emballement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être temps d'apaiser un petit peu le débat et puis de remonter en arrière. On va le faire tout à l'heure dans quelques minutes avec le général Pierre Lang. Bonjour général, qui est avec nous aujourd'hui et qui nous parlera effectivement de l'action et puis du travail mené en amont depuis 15 à 20 ans par des associations militaires. Mais donc rappelons quand même, petit rappel du sujet pour ceux qui auraient évité la médiatisation du film. Donc il s'agit du film Indigène de Rachid Bouchareb, sorti en salle mercredi dans 500 salles. Il a provoqué une vague d'émotions, on peut même dire un raz-de-marée d'émotions et de révolte contre une injustice, celle des pensions destinées aux anciens combattants coloniaux. Donc ce film a été tourné au Maroc et en France. Il raconte l'histoire de jeunes nord-africains qui s'engagent en 43 dans l'armée française pour défendre, donc, je le disais, la mère patrie. L'amour de la France vissé au corps, c'est très visible dans le film. Il se retrouve avec beaucoup d'autres combats contre l'ennemi nazi, donc campagne d'Italie, campagne de Provence, puis les Vosges et l'Alsace-Lorraine. Et dans un récit finalement très intimiste, haut en couleur patriotique, largement haut en couleur patriotique, on suit ces combattants coloniaux dans la dureté des affrontements, mais en même temps, on les retrouve dans une situation qui est dénoncée aujourd'hui, c'est-à-dire face à des discriminations dans leur propre camp, différences de traitement, inégalités dans l'armée, mépris, parfois rejet. Et même si, effectivement, dans le film, un des acteurs dit « les balles allemandes ne font pas de différence ». Et puis, avant le générique, puisque c'est un film militant, avant le générique de fin, un texte rappelle que ces hommes ont vu leur retraite et leur pension d'invalidité gelées à leur niveau de 1959 par une loi dite de cristallisation. Alors donc le sujet est là, on peut dire que c'est un plaidoyer en faveur de ces soldats et de leur réhabilitation dans la mémoire nationale, la mémoire collective. Exactement, parce que l'injustice existe, effectivement. Normalement, l'État français aurait dû attribuer à tous ces anciens combattants coloniaux la même pension que celle des Français. Quels combattants sont concernés? On peut le rappeler, les anciens combattants d'Afrique noire, du Maghreb, de Madagascar et d'Indochine. Donc il y a eu cette pension gelée en 1959. L'administration parle de cristallisation, d'où le mot que l'on retrouve aujourd'hui. Et à l'époque, on peut quand même préciser que les dirigeants d'États africains ont voulu aussi rompre quelque part le lien direct entre la France et ses anciens soldats et avaient demandé à gérer eux-mêmes cet argent. Alors les inégalités au fil des années se sont creusées parce que bien évidemment en France, il y a eu une revalorisation régulière de la pension. Donc les inégalités, on les chiffre de 1 à 4, mais parfois de 1 à 10, donc c'est énorme.
Alors donc vous avez parlé d'émotion. Effectivement, on peut dire que cette gestion politique de la cristallisation autour du film d'Indigène, c'est donc une gestion par l'émotion, puisque on a bien vu comment s'était dénouée cette affaire. Donc le film a joué un très grand rôle dans cette affaire. Un énorme rôle, et c'est vrai que l'ambition du réalisateur de Rachid Bouchareb a été clairement affichée, il ne s'en est pas caché. C'était ouvrir un chapitre de l'histoire de France et obtenir réparation. Donc c'est fait, les médias sont entrés dans la danse. Des fédérations aussi se sont manifestées cette semaine. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme et du citoyen ont écrit une lettre ouverte à Jacques Chirac pour lui demander de régler cette question et revaloriser les pensions. Et puis donc, le résultat obtenu, revalorisation donc envisagée. Pour donner des chiffres, on estime à quelques 84 000 anciens combattants coloniaux de 23 pays différents qui devraient, à partir du 1er janvier 2007, obtenir les mêmes pensions que leurs anciens frères d'armes français. Et le président Chirac a avoué avoir effectivement accéléré sa décision. Après avoir vu le film, on dit que Bernadette Chirac lui aurait dit « Jacques, il faut faire quelque chose ». Il y a beaucoup de légendes autour de ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a surtout, entendues, effectivement. Mais lui a parlé d'actes de justice cette semaine. Oui, mais on peut surtout se demander s'il suffisait que pour un président, pour se rendre compte des injustices, d'aller voir un film, il faudrait faire des films sur tous les sujets d'injustice dans la société française. Pierre Lang, bonjour. Vous êtes général, donc, et vous dirigez cette association, donc, qui se bat depuis 1991, qui s'appelle le Conseil national pour les droits des anciens combattants d'outre-mer de l'armée française. Alors, nous voulions revenir dans une émission d'histoire. Nous ne sommes pas directement une émission d'actualité sur l'histoire de ce combat que vous avez mené. Pourquoi êtes-vous quelques-uns à vous être lancés dans cette bagarre en 1991 ? Pourquoi 1991 ? Pourquoi pas plus tôt ? Et qu'est-ce qui fait que ça a été votre combat de ces 10 dernières années ? Écoutez, pourquoi 91 ? C'est difficile. En fait, c'est depuis la cristallisation qui date de 1959 que tous ceux qui avaient servi avec nos camarades maghrébins, africains noirs, somalis, indio-chinois, malgaches, ont perçu tout de suite que c'était une injustice. Et tout de suite, ils se sont mobilisés. Mais dans ce pays, rien ne se passe s'il n'y a pas un lobby un peu fort, un peu organisé. On le voit bien en ce moment. Et c'est en 91 que l'idée formelle de mettre sur pied un Conseil national pour les droits des anciens combattants d'outre-mer de l'armée française a vu le jour. Alors tout de suite, c'est un titre un peu long parce qu'on a voulu éviter tirailleurs qui à une certaine époque était politiquement incorrect. Et puis tirailleurs, c'est réducteur parce qu'il y en avait bien d'autres. Il y avait les Goumiers, les Spahis, les Tabors, etc., etc. Mais si vous voulez, par abus de langage, je continuerai à dire tirailleurs. Alors 91, ça s'est créé formellement. Il y a eu tout de suite 3 présidents d'honneur qui n'étaient pas des moindres, dont le président Senghor, monsieur Jean-François Degnaud et monsieur Seguin. Et ce Conseil national a rassemblé des personnes morales ou des personnes physiques qui avaient en commun leur volonté d'améliorer le sort de leurs frères d'armes de tous les pays, de toutes les régions que je viens de citer. Alors, associations, personnes morales, il y avait bien sûr des associations d'anciens combattants, parce qu'anciens combattants, ils avaient combattu effectivement avec les tirailleurs, d'anciens militaires, parce qu'il y a une tradition militaire de relations avec l'Afrique et les anciennes colonies, parce que souvent, encore aujourd'hui, nous croisons de braves messieurs en boubou, constellés de décorations, qui sont très dignes et qui viennent nous dire toute la fierté qu'ils ont d'avoir participé à l'épopée de 39-45, parce que bien évidemment, on ne rencontre plus de vétérans de 14-18. Donc plutôt des anciens militaires des colonies, Pierre Lang. Tout à fait. Des gens... Par exemple, quel corps d'armes... Sans vouloir faire de réclame pour la paroisse dont je suis issu, les troupes de marine, ex-troupes coloniales qui ont servi beaucoup en Afrique et qui sont très proches de tous ces gens-là. Et encore... je le répète, aujourd'hui, les croisent très fréquemment. Et cette mémoire est une mémoire intéressante, cette mémoire donc de ces combattants, parce que certains d'entre eux, une fois la guerre terminée, ont participé aussi à l'entreprise de décolonisation dont on parlait tout à l'heure. Certains se sont retrouvés à se battre dans l'armée française en Indochine, quelquefois même se battre en Algérie pendant la guerre d'Algérie, avec effectivement quelque chose qui devait paraître un peu complexe, mais qui ne leur paraissait peut-être pas complexe à l'époque, donc de participer à un combat contre la décolonisation
décolonisation de certaines colonies, alors qu'eux-mêmes allaient bientôt devenir des nations à part entière, Pierre Lang. Vous avez parfaitement raison. Et ces gens-là ont fait l'Indochine, ont fait l'Algérie et se sont parfaitement bien comportés. Les histoires de héros en Indochine venant d'Africains ou de Maghrébins sont très nombreuses. Ils ont participé à tous ces combats. Alors donc des personnes morales, je le disais, d'autres personnes morales comme les gens chargés de mémoire, je pense aux souvenirs français. Bref, il y a à peu près 800 000 anciens combattants, anciens militaires ou personnes dont la mémoire est un des objectifs qui constituent ce conseil. Aurélie Luneau. Alors finalement, de quelle façon avez-vous travaillé? Vous avez constitué des dossiers, vous avez essayé d'interpeller les politiques. Est-ce que c'était facile justement d'attirer l'oreille sans la visibilité d'un film comme Indigène, par exemple? C'est ce que nous avons fait, mais auparavant, laissez-moi vous dire qu'en dehors des personnes morales, il y avait aussi des personnalités, de nombreux parlementaires, députés, sénateurs qui étaient préoccupés de cette question, des historiens qui connaissent bien la question et nous ont donné de précieux conseils en vue de cette action. Alors cette action du Conseil national, elle est surtout en vue d'obtenir la décristallisation, mais j'ouvre une petite parenthèse pour dire que nous avons aussi pour objectif d'aider les plus démunis, car toutes ces associations ont créé un fonds pour aider les plus démunis de nos camarades africains. Et enfin, troisième objectif, c'est la mémoire. La mémoire des hauts faits d'armes de nos tirailleurs, car il y a lieu de ne pas l'oublier. Mais est-ce qu'il n'y a pas, disons, quelque chose d'un peu étrange pour vous, donc qui vous battez depuis un certain temps sur cette question de la décristallisation, de voir que avec ce travail a peut-être porté ses fruits souterrainement d'une certaine façon, mais qu'il a fallu un film, donc un événement grand public, un événement qui fait prendre conscience peut-être au point de vue de la société française plus largement de cette question, qu'il a fallu donc un film pour que on aboutisse, puisque cette semaine on a appris donc que cette décristallisation allait être mise en œuvre. C'est un peu, j'imagine, il y a un peu d'amertume peut-être de se dire on s'est battu tout le temps et ça n'est pas ça qui a réussi à faire gagner notre cause. En France, on a besoin de l'émotion. Écoutez, votre remarque m'inspire la chose suivante. Ça me rappelle la réflexion de Joffre au soir de la bataille de la Marne, dont on lui contestait la paternité. Il a dit « Je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais je sais qui l'aurait perdu. » Je ne sais pas qui a gagné la bataille de la décristallisation, mais je sais qui l'aurait perdu, toutes les associations que je représente ici ce matin. Mais il n'empêche que, vous avez parfaitement raison, ce film a été le catalyseur, le déclencheur, on dit le détonateur, qui a fait que l'émotion a été à son comble et que le monde politique, et notamment le président de la République, n'a pu faire autrement que de procéder à cette décristallisation, au moins partiellement. Alors justement, nous sommes une émission d'histoire. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui bloquait, pendant toutes ces années de démarches auprès des ministères, auprès des plus hautes autorités, qu'est-ce qui faisait que ça ne pouvait pas voir le jour, cette question de la décristallisation? Vous pouvez peut-être honnêtement nous dire s'il y avait des barrières, des freins qui étaient... Je n'ai aucun mal à vous répondre. On est dans une émission d'histoire, mais l'histoire est une discipline, la finance en est une autre, et c'est essentiellement la question financière qui a bloqué. Monsieur Jospin, par exemple, était parfaitement conscient, et il l'a dit dans plusieurs discours, de l'iniquité de cette décristallisation. Il a fait mener une étude qui a conduit à la conclusion suivante: il faut à peu près 1,8 milliard pour régler totalement la question de la décristallisation. Monsieur Jospin, et ce n'est pas une critique contre lui, croyez-le bien, a reculé. Donc c'était financièrement. Et financièrement, puisqu'on en est là, les mesures qui ont été prises, qui ont été annoncées par le Premier ministre, dont je me réjouis, ne règlent pas totalement le problème, puisque sont réglés à peu près le problème de la retraite du combattant, le problème des pensions militaires d'invalidité, mais n'est pas réglé le problème des pensions militaires de retraite pour les gens qui ont fait un certain temps dans l'armée française et qui ont acquis un droit à retraite. Et alors aujourd'hui, on n'est pas sûr non plus que le gouvernement de Jacques Chirac dispose de plus de moyens financiers qu'à l'époque de Jospin, mais on peut quand même préciser, Pierre Lang, que l'année, cette action tombe bien dans une année électorale, avec l'explosion des banlieues qu'on a largement couvert également. Je suppose que ce projet politique est bienvenu.
Écoutez, ce Vous terrain... allez nous répondre comme ce Joffre terrain au lendemain de la bataille de la Marne. Ce terrain n'est pas le mien parce que nous sommes un Conseil national totalement apolitique et je ne me lancerai pas dans cette affaire. Mais en tant que citoyen, on ne m'empêchera pas de penser que, même s'il n'y a pas d'arrière-pensée, le film indigène, en montrant aux jeunes issus de l'immigration, je sais que ce terme n'est pas aimé par certains, mais à tous ces jeunes, en montrant que leurs pères, leurs grands-pères, leurs aïeux ont participé à ce qu'est la France aujourd'hui, je crois que c'est parfaitement important. Et deuxièmement, la réparation du préjudice qu'ils ont subi au plan financier et aussi de nature à faire comprendre à ces jeunes que, bien ma foi, tardivement peut-être, l'État français manifeste sa reconnaissance à ces gens qui ont sacrifié une partie de leur vie pour lui.